bienvenue. J'espère que vous allez bien et je suis particulièrement heureux de vous retrouver autour de cette conférence sur un thème qui est trop peu abordé au sein de notre association. La réparation est en cours dès ce soir sur le thème de l'intergénérationnel autour de Philippe Dacosta. Monsieur Dacosta, bonsoir. Bonsoir, très heureux également de vous retrouver ce soir pour cette conférence. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je tiens tout d'abord à vous transmettre les salutations chaleureuses de notre président, Pascal Perrineau, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui m'a chargé de partager avec vous ses pensées les plus amicales, ses meilleurs vœux de bonne santé dans le contexte sanitaire actuel, et également un message d'espoir dans la situation compliquée que vit notre pays, renforcée depuis le drame de ce matin à Nice, évidemment. Je tiens à remercier tout particulièrement pour l'organisation de cet événement Martine Bournerias, présente ce soir, vice-présidente de Sciences Po Alumni. C'est elle qui est à l'origine de cette conférence, de cette initiative. Elle porte avec le président et un groupe d'administrateurs une initiative lancée avant l'été, Sciences Po Alumni Solidaire, qui a pour vocation notamment de mettre en place un fonds de solidarité pour venir en aide aux alumni qui se retrouvent dans une situation compliquée face à l'emploi du fait de la crise sanitaire, qui a pour vocation de mettre en place un réseau d'alumni pilotes qui, de par leur expérience professionnelle, vont mettre à disposition d'alumni soit plus jeunes, soit d'alumni en situation professionnelle compliquée à la recherche de conseils et de contacts, eh bien, leur expérience et leur réseau. Et c'est également un programme qui a pour vocation de développer au sein de la communauté des alumni de Sciences Po des vocations parmi celles et ceux de nos camarades qui souhaiteraient s'investir, rejoindre le milieu et le tissu associatif français ou étranger. Donc Martine, avec un certain nombre d'autres administrateurs et administratrices, porte ce projet. Elle est à l'origine de la conférence de ce soir et comme c'est souvent le cas, elle met en invitant Philippe Dacosta son réseau à disposition de l'association et donc au nom de l'ensemble des participants et de l'ensemble de la communauté des alumni, que Martine Bournerias en soit ici chaleureusement remerciée. Et enfin, je tiens à saluer tout particulièrement Christine Damiguet, la présidente du groupe ESS, très impliquée dans cette initiative Sciences Po Alumni Solidaire, qui a fait du groupe ESS un pilote au sein de l'association des Sciences Po sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire, et qui va animer ce soir et modérer cette conférence. Donc, permettez-moi à nouveau de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier pour votre présence, et je passe immédiatement la parole à Martine Bournerias qui va présenter Philippe Dacosta. Alors, cher Philippe, c'est difficile de vous présenter en quelques mots, étant donné la richesse de votre parcours dans le mouvement associatif, dans le monde mutualiste et paritaire. Mais je retiens de votre expérience comme dirigeant et de votre engagement dans des mandats associatifs 3 choses, on va dire. D'abord, votre mandat d'administrateur de la Croix-Rouge française, dont vous fûtes le directeur national. Puis, votre fonction actuelle de membre de direction du comité de direction groupe en charge des nouveaux métiers et du développement durable du premier groupe de protection sociale français qui est AG2R La Mondiale. Et enfin, parmi vos nombreux mandats, je tiens à mettre particulièrement l'accent sur votre engagement en faveur de l'éducation et de la jeunesse. C'est un fil conducteur qui a traversé toutes les périodes de votre vie, du doctorat en sciences de l'éducation jusqu'à la présidence du Conseil scientifique et d'orientation de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Cet institut est un observatoire et un centre de ressources et d'expertise sur les questions de la jeunesse, l'éducation populaire, la vie associative et le sport. Donc, il nous est paru particulièrement intéressant de vous écouter dans le contexte actuel sur le thème « Vers une fracture intergénérationnelle, comment tisser le lien entre générations, un nouveau défi sociétal ». Je vous laisse la parole. Alors, merci Martine. Chers camarades, merci d'être présents. Monsieur Dacosta, merci d'avoir accepté donc, de participer à cette conférence. Et c'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur et comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure légèrement en aparté, qui risque d'avoir des rebondissements et qui est un sujet qui ne sera pas épuisé ce soir. Alors effectivement, si on regarde les choses d'une façon un petit peu contextuelle, on sait qu'en 2050, 3 Français sur 5 auront plus de 60 ans. Ce phénomène du vieillissement de la population française pose de nombreuses questions. L'emploi des seniors, le passage du relais entre les générations, l'équilibre des régimes de retraite et le poids social et financier de la dépendance. Alors, autant de facteurs qui menacent la cohésion sociale. Alors, ce qu'on constatait déjà depuis un certain temps, c'est que sont confrontés une génération de boomers auxquels les générations Y et Z reprochent d'avoir vécu les 30 glorieuses, on leur reproche un peu trop, de bénéficier d'une retraite alors qu'eux-mêmes ne savent pas du tout ce qu'il en sera, et puis d'avoir souvent un peu plus de capital, bien sûr que tout cela est encore normal, et on leur reproche aussi, enfin je parle des Y et Z, leur reproche également d'être les responsables du désastre écologique. Alors, de l'autre côté, on a une jeunesse qui se sent lésée, voire sacrifiée. Et ça, ce n'était pas vraiment nouveau. Mais depuis quelques mois, il y a un élément nouveau et aggravant qui est apparu, c'est à la suite de la crise de la Covid-19, on observe qu'il y a une sorte de guerre des âges qui s'est instaurée et qui fragilise la société française. Alors, les inégalités intergénérationnelles qui se manifestaient déjà avant la Covid-19 risquent d'éclater violemment avec cette récession qui se profile très dangereusement. Alors, la crise sanitaire de la Covid-19 incarne une exaspération, en quelque sorte, entre les jeunes qui ont le sentiment d'avoir été contraints de se sacrifier pour sauver les vieux, c'est-à-dire surtout les plus de 65 ans, tandis que les plus âgés, eux, de leur côté, se sentent menacés par ces mêmes jeunes qui font preuve souvent d'insouciance et qui constitue une menace sanitaire pour eux. Alors, cette illustration récente et contextualisée de ce conflit générationnel vient renforcer les prémices d'une crise, comme je le disais, qui était amorcée avant cet épisode, puisqu'il y a quelques mois, on avait observé les invectives de Greta Thunberg. L'épisode, il y a également du hockey boomer, que vous avez tous connu, cette phrase fétiche qui avait pour but de ridiculiser, de tourner en dérision les attitudes stéréotypées de la génération des boomers et qui était même venue le cri de guerre d'une génération. Alors, la pandémie, là aujourd'hui, c'est un facteur nouveau qui accélère, qui accroît cette tendance, ce risque de fracture. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une crise donc sociale, sociétale, générationnelle, et malheureusement, on a l'impression qu'elle hypothèque l'avenir d'une jeunesse en reportant sur elle le poids des dettes et en lui volant peut-être quelques années d'insouciance. Enfin, c'est un peu comme ça que c'est vécu certainement par les jeunes. Alors, y a-t-il un risque de fracture générationnelle? C'est ce qu'on va voir. Donc, Philippe Dacosta, je vous pose une première question. On observe une très nette crispation entre les générations. Toutes les époques ont connu l'éternel conflit entre les anciens et les modernes. Mais à la lumière de vos observations propres, est-ce que vous pensez qu'il se pose aujourd'hui avec une acuité particulière? Merci Madame Damiguet, merci Martine pour vos propos d'accueil ainsi que Monsieur le délégué général. J'ai le sentiment qu'en quelques heures, on a un petit peu changé d'échelle. Et alors qu'on était sans doute dans un sentiment de parenthèse suite
à cette première étape qui nous a mobilisés au cours du printemps autour de l'épidémie du Covid-19. Au moment où on tient cet échange ce soir, on a plutôt le sentiment qu'on rentre dans une sorte de monde inattendu, un peu étrange par certains aspects qui nous génèrent un certain nombre d'incertitudes sans précédent et une forme de rupture par rapport à un chemin qui nous a nourris depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a le sentiment qu'il règne sans doute une forme potentielle d'intranquillité, voire de désarroi. J'ai vu tout à l'heure une alerte des Échos sur leur titrail de leur titre de ce soir, que je vous laisse découvrir. On voit bien qu'un thème comme ce soir, il nous fait rentrer aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, dans une nouvelle configuration. Alors, on peut donc s'interroger, en repartant un peu des échanges qu'on avait eus en préparation de cette conférence, sur les signaux faibles qui confortent en fait le questionnement, qui confortent votre intervention. Ce qu'on peut constater, c'est qu'évidemment, depuis le début de cette crise, les humains ont bougé, à la fois parce qu'on n'est plus dans une crise sanitaire, on est à la fois dans une crise sociale et économique en plus, et la société bouge à de nombreux endroits, elle est bousculée, et on sent que les individus sont blessés et quelquefois sont devenus violents, et on sent monter aussi des formes de tension. J'ose dire que malheureusement, dans notre société française, ces tensions étaient déjà présentes dans un certain nombre d'événements qui ont traversé la France au cours des dernières années. On a donc aussi en même temps une forme de désir de rupture avec un questionnement sur la compréhension que nous avons, nous, et entre guillemets, vous en êtes et nous en sommes, élite, en tout cas, qui avons un background, comme on dit en bon français, à comprendre ce qui est en train de se jouer. Et la question qui nous vient tout de suite, c'est quelles sont les premières observations qu'on peut dégager au cœur de cette crise qui est sans précédent, à partir de cette question de la relation entre les générations. D'abord, du côté des aînés, les plus de 70 ans sont devenus spontanément des vieux dans la crise du Covid, alors qu'ils ne se considèrent aucunement par ce qualificatif. Et le phénomène réel des dernières années, c'est qu'aujourd'hui, le ressenti de l'âge des 70 ans est équivalent sans doute au ressenti que nos grands-parents avaient de leur âge à 50 ans. Ils ont quelquefois même le sentiment d'être stigmatisés, considérés comme personnes à risque, voire infantilisés, voire quelquefois abandonnés. Et on peut d'ailleurs s'interroger sur ce que ça révèle dans notre société de la relation aux plus fragiles. On peut également s'interroger sur la situation qui ont été créées dans certaines EHPAD pendant le premier confinement, si j'ose utiliser ce soir cette expression, alors que l'espérance de vie dans un EHPAD est de 36 mois. Et cette situation a été vécue par beaucoup d'entre nous comme une forme de trahison du contrat social intergénérationnel et on voit bien comment le président de la République s'est exprimé hier soir sur ce sujet. Une phrase toute simple que je relève d'une rencontre que j'ai eue dans un EHPAD du côté de Montpellier, la suivante: la guerre m'a volé ma jeunesse, ce virus ne va pas me voler ma vieillesse, laissez-nous vivre. Et j'ai entendu d'un ancien dans une de nos EHPAD. Et en même temps, la gestion de la crise sanitaire a été l'occasion d'une gigantesque action de solidarité intergénérationnelle sans précédent pour sauver des vies. Et je peux vous parler ici que des actions comme Croix-Rouge chez vous ont été possibles grâce aux jeunes. On a assisté à un effort de la jeunesse vers les générations plus anciennes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient réelles, qu'elles soient engagées ou qu'elles soient d'une autre façon en respectant les gestes barrières et le confinement, qui doit sans doute aujourd'hui, d'une certaine façon, ou en tout cas dans les années qui viennent, s'accompagner d'un effort similaire, en sortie, j'ose dire, de deuxième confinement, dans l'autre sens, pour que les choses soient un peu plus équilibrées entre jeunes et plus anciennes. On voit bien qu'à ce stade, le plan de relance et tous les efforts qui ont été faits vers les jeunes sont à reconsidérer. Alors, on voit peut-être aussi émerger des tensions entre les générations, mais également des rapprochements entre les générations. C'est-à-dire que ce que je voudrais vous partager avec vous, c'est que le sentiment que j'ai, et pour travailler beaucoup avec les sociologues de l'INJEP, c'est que la vieillesse se pense en miroir de la jeunesse et vice-versa. De manière plus générale, on peut constater des rapprochements entre ces deux générations et que la question, elle est dans les générations intermédiaires et dans le passage des âges. Et que la question que je voudrais partager avec vous, c'est en quoi notre société pose une pensée sur la place de la jeunesse et sur les jeunes. Alors,
la conviction, et c'est un premier postulat, c'est que la notion de la jeunesse n'existe pas et il faut mieux parler des jeunes qui sont divers par l'âge, par le sexe, par les situations personnelles, par les situations sociales. Et chaque jeune, conviction que je voudrais partager aussi par l'engagement que vous rappelez Martine tout à l'heure en ce qui me concerne, est unique. Et en cela, on a, quand on est jeune, quelquefois du mal à se reconnaître, entre guillemets, d'une génération. En revanche, je me reconnais d'un territoire, je me reconnais d'une sociabilité qui est d'un club de sport, je me reconnais de projets que je vis avec les jeunes des générations avec qui je vis. Pour terminer sur cette première question, oui, il y a un risque de radicalisation des jeunes si les choses ne bougent pas, j'en suis convaincu. Mais je voudrais partager avec vous une phrase toute simple. C'est que si la génération d'hier, savoir la génération 68, s'est battue avec enthousiasme pour faire admettre que tout est permis, avec l'acquisition d'une forme de liberté. Aujourd'hui, les 20-30 ans considèrent sans doute avec espoir, mais aussi, et on le voit, la crise a cet effet-là, avec inquiétude, que tout peut arriver. Et nous sommes en train de passer du tout est permis, où tout peut arriver. Et en 50 ans, ce déplacement est considérable et en même temps, il est aussi d'un déplacement du monde rural vers une urbanité et vers des modes de communication qui changent complètement la relation humaine. Et ce qui me paraît très important, c'est que je suis un ardent partisan, vous l'aurez compris, du dialogue entre les générations et que la question qui vient avec ça, c'est cette quête en permanence des jeunes de faire avec et de leur donner un espace de jeu qui soit respectueux de leur dynamisme. Alors, vous avez dit qu'effectivement, c'était très difficile d'avoir une vision globale de la jeunesse, que c'était assez sectorisé par leur milieu d'appartenance. Mais pensez-vous quand même qu'on puisse identifier les réelles attentes des jeunes, d'une jeunesse quand même, en dehors de ce cloisonnement, cette différence par secteur? Oui, alors, moi, j'aime souvent à dire qu'il y a cinq grandes typologies d'aspiration, cinq grandes attentes quand on travaille et quand on rencontre avec les jeunes. Je l'ai vécu dans mes engagements associatifs, je le vis encore aujourd'hui et je le vois dans les travaux que nous menons sur la valeur des jeunes. Il y a une étude européenne qui est portée par les équipes de l'INJEP que je vous recommande. Premier domaine d'attente, c'est des attentes dans la relation avec les adultes. L'attente qu'ils ont vis-à-vis des adultes, c'est d'être reconnu, d'être considéré pour ce que je suis, d'être pris au sérieux. Et ça, c'est un premier élément, tel que je suis et non pas tel que vous m'avez rêvé ou tel que vous souhaitez que je sois, vous, adulte. Deuxième grande attente qui me paraît très importante de partager avec vous ce soir, c'est une attente dans l'acquisition de compétences, mais dans l'acquisition des compétences qui passent par l'expérience. Learning by doing, disons-nous en bon français. L'apprentissage par l'action, c'est-à-dire apprendre autrement, concrètement, par des actions réelles. Et ça, c'est le grand succès de l'entrepreneuriat social et le grand succès de l'économie sociale dont je reviendrai dans quelques minutes. Troisième grand type d'attente, c'est des attentes vis-à-vis des pairs. Oui, bien sûr, faire la fête, et on voit bien ce qu'ils vivent actuellement et la difficulté que pose notre situation sociale et sociétale, mais aussi expérimenter des pratiques culturelles variées. Ça, c'est aussi faire des expériences avec des pairs, PAIRS. Et enfin, quatrième grande attente, c'est des attentes de responsabilisation, de prise en charge personnelle. C'est-à-dire que donnez-nous des responsabilités, nous apprendrons à nous dépasser. Faites-nous confiance et laissez-nous choisir par nous-mêmes une sorte de chemin de progression. Et ça me paraît très important. Et enfin, pour terminer et aller à l'essentiel, parce que nous n'avons pas le temps d'aller trop loin dans le détail, et si vous avez des questions, j'y reviendrai, c'est des attentes fortes par rapport au monde, par rapport à la société. C'est-à-dire que les notions d'altérité, les notions de partenariat, les notions de faire avec d'autres, de l'idée aussi de générosité sur des causes qui commencent au coin de la rue et qui vont jusqu'au bout du monde sont des éléments très importants. Pour terminer sur votre question des attentes, j'aime toujours à dire qu'en fait, les jeunes, dans leurs besoins, c'est à la fois comment je trouve une assise personnelle qui est fondée sur des valeurs, sur une estime de moi-même, de soi.
c'est comment j'apprends à faire face au changement. Donc, c'est toute la question de la souplesse, de l'adaptabilité, de la mobilité. On voit bien la façon dont les jeunes de Sciences Po abordent aujourd'hui leur parcours, y compris universitaire. C'est la question de la maîtrise des savoirs et des savoir-faire. Ça, c'est aussi un élément très important. Et puis enfin, il y a deux éléments qui montrent aussi la générosité. Moi, je suis enthousiaste par cette génération des 20-30 ans. C'est la nécessité de se rendre utile, de se sentir utile. Les beaux discours, les beaux messages théoriques, mais qui ne se traduisent pas par une utilité sociale, par des valeurs de coopération et de lutte, par exemple, sur des belles causes, n'ont pas de sens pour une partie des générations. Tout à fait. Je note d'ailleurs, quand vous parlez parmi les attentes des jeunes, l'acquisition de compétences et d'expériences, effectivement, on évoque aussi très souvent le mentorat inversé. C'est aussi le côté paradoxal de cette génération, ces générations qui sont appelées à vivre ensemble, c'est-à-dire que la connaissance n'est pas toujours le fait du plus vieux. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est qu'on se rend compte que dans pas mal de domaines, ce sont les jeunes générations qui détiennent des connaissances, et c'est pour ça qu'on parle de mentorat inversé parfois. Donc, c'est juste pour le souligner avant de passer à… Mais vous êtes d'accord là-dessus? Absolument, on partage. C'est un phénomène aussi tout à fait nouveau dans notre société. Et je pense, puisque vous me tendez la perche en pédagogie, on voit bien en quoi les modalités d'apprentissage, et là c'est les sciences de l'éducation auxquelles vous faites appel, ça transforme complètement la manière de transmettre aujourd'hui. Et on voit bien que la question n'est pas dans la transmission traditionnelle du modèle du sculpteur, cher à certains philosophes comme Alain, je te construis ou je te transmets l'image que j'ai de toi à construire, mais c'est davantage aujourd'hui le temps du jardinier, c'est-à-dire de l'accompagnateur, de faire route avec, de co-construire, et ça c'est très important, et d'une certaine façon d'avoir aussi l'apprentissage des échecs qui vont avec, et en cela toutes les initiatives qui se font en termes d'accompagnement de projets sont très importantes. Est-ce que vous m'autorisez à intervenir une demi-seconde pour donner un exemple de ce que vous venez de dire? Il se trouve que j'ai arrêté mon activité professionnelle il y a 1 an et demi et je fais maintenant du bénévolat dans une association qui s'appelle Habitat et Humanisme. Très bien, qui est partenaire d'AG2R La Mondiale. Et qui notamment développe de l'habitat intergénérationnel, soit dans le même appartement, soit dans des petits collectifs. Et tout ce que vous venez de dire sur les sens de transmission, sur l'apprentissage que les plus jeunes font des plus vieux, mais aussi que les plus vieux font des plus jeunes, se vérifie de manière, je ne vais pas dire spectaculaire, mais en tout cas de manière évidente dans ces habitats intergénérationnels. Voilà. Tout à fait. C'est une réciprocité. Absolument. Alors, je vais passer à la question suivante, si vous permettez. Donc, Philippe Dacosta, donc, les sages avaient coutume de rappeler qu'une société se juge à la façon dont elle protège ses aînés. C'était ce qu'on pensait jusqu'à il y a peu de temps. Et aujourd'hui, on peut dire que la question se pose un peu différemment. Est-ce qu'on peut dire qu'une société développée doit d'abord protéger ses aînés, ça on le sait, mais en sacrifiant ses jeunes, jusqu'où? Alors, en reportant sur eux, par exemple, le poids de la dette publique et écologique et le financement de la dépendance. Alors, ça inverse complètement les propositions. Donc, je voudrais connaître, s'il vous plaît, votre point de vue sur cette approche. C'est là où l'actualité entre par la fenêtre et par les portes. C'est-à-dire que nous avons devant nous sans doute une crise économique et sociale d'une gravité sans précédent. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, au moins depuis la Deuxième Guerre. Vous connaissez, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais vous savez tous que l'Organisation mondiale du commerce montre qu'on va avoir un commerce international qui va baisser de l'ordre de 12%. On voit bien qu'au niveau européen, on a une zone euro où le PIB va chuter pratiquement de 8%. Et on doit avoir tous à l'esprit que les mesures budgétaires prises à travers le monde dans la crise que traverse notre planète est de l'ordre de 11 000 milliards de dollars supplémentaires en termes de déficit public mondial pour cette période. Il faut que nous ayons à l'esprit que pour la France, la dette française est aujourd'hui à 3 000 milliards
de dette, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui dans des chiffres, ou en tout cas dans des données en termes de représentation qui posent clairement la soutenabilité de cette dette. Alors, je ne vais pas ici, et ce n'est pas une conférence sur le terrain économique, mais on voit bien que les conséquences économiques sont considérables et qu'on a une crise sanitaire qui met à la fois en dépendance nos économies au niveau international, mais d'une certaine façon, qui met en avant, et ce que vous dites sur la dépendance, mais aussi sur la protection, qui va nous amener à des vraies questions sur un mot que je voudrais partager avec vous ce soir, qui est le mot protection. Vous avez ici devant vous ce soir un dirigeant du premier groupe de protection sociale, comme le rappelait Martine tout à l'heure, AG2R La Mondiale, mais ça veut dire que nous avons en France un amortisseur social qui s'est construit, et ceci, nous le devons au Conseil national de la résistance, avec aussi l'invention des sécurités sociales et de la prise en compte d'un ensemble de risques, dont le fameux débat qui est en train de monter ces derniers mois sur le risque dépendance. Mais je voudrais simplement, pour que, encore une fois, terminer sur mes chiffres et ne pas vous assommer de trop, mais le modèle de protection sociale français explique aussi une grande partie de la situation qui était la nôtre à la sortie du premier confinement. Mais en même temps que je dis ça, on sait très bien que la soutenabilité, le financement de ce modèle de protection sociale par les actifs va réellement se poser. Et je voudrais vous donner deux chiffres. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des retraités est en sortie de confinement de 110% par rapport aux actifs. Ça veut dire que globalement, la population des retraités a plutôt une sortie sur le plan d'une situation économique bien meilleure que les actifs. Alors, la conséquence, c'est projeter sur la situation de la jeunesse. Et les actifs, quelle est leur situation? Les actifs, à la fois, ils s'occupent de leurs besoins en termes de prise en charge, ils cotisent bien entendu, je parle là aussi des situations qui peuvent être diverses, donc ils ont en charge leurs propres enfants, et donc les études, le parcours, l'autonomie, et on voit en quoi, dans cette période-là, des jeunes qui n'ont pas cette possibilité-là voient des vraies difficultés, et puis ils ont quelquefois aussi une solidarité vis-à-vis des aînés. Et donc la question des rééquilibrages à l'intérieur des générations et de la façon dont la solidarité va s'exercer, c'est quelque chose d'extrêmement évident pour les années qui viennent. Pour argumenter mon propos, je voudrais aussi ajouter un autre point, c'est que la pandémie que l'on est en train de vivre est porteuse de rupture dans notre système de soins et de protection sociale. Mais j'aimerais que nous n'arrêtions pas la logique de soins uniquement à l'hôpital et uniquement à la prise en charge hospitalière, qui est un sujet en lui-même que je ne vais pas évoquer ce soir parce que nous n'avons pas le temps. Mais je voudrais que vous compreniez que derrière la notion de soins, vous avez ce qu'est l'histoire de l'économie sociale de ce pays. Le soin s'explique par le fait que dans ce pays, un certain nombre d'associations, un certain nombre de mutuelles sont nées à la fin du 19e siècle, se sont organisées pour prendre soin des plus difficiles, les plus en difficulté dans la société. Et c'est cet élément de la fin du 19e siècle qui a été aussi générateur de notre système de protection sociale en 1945, parce que nous avions déjà développé un certain nombre d'actions de solidarité. Alors, de manière évidente, c'est qu'on va assister dans les années qui viennent à une vraie question qui est le financement, qui va mettre en débat la soutenabilité de la protection sociale française. Et cette tendance va appeler une réflexion sur le modèle français de protection sociale, principalement fondée aujourd'hui sur des prestations, au détriment de services d'action sociale ou au détriment de services qui peuvent aussi être sur d'autres bases et de formes de solidarité aujourd'hui qui sont exercées. Et pour assurer cette soutenabilité financière, notre système de protection sociale, aussi bien que nos finances publiques, doit sans doute être amené à se réinterroger, et on va avoir véritablement un moment crucial qui sera devant nous
D'où la question du financement de la dépendance. Comment on va trouver les solutions qui permettront demain d'accompagner ce financement de la dépendance. Pour argumenter mon propos, c'est qu'au niveau national aujourd'hui, notre pays consacre à peu près 780 milliards à son modèle de protection sociale. À l'intérieur de ce système de protection sociale qui prend en compte tous nos risques actuels, la retraite, la santé, le chômage, etc., le système de retraite, c'est 360 milliards. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il représente pratiquement 50%. Donc, ça veut dire que l'évolution des actifs demain, de la population active, va poser la question du modèle, la question du financement de modèle de retraite et posera d'autant plus la question du modèle de financement de la dépendance. C'est pour ça que André Renaudin, notre directeur général, utilise souvent la phrase suivante, c'est que actif, je cotise pour ma retraite et retraité, je me prépare au risque dépendance. Retraité à 62, 63 ans, 65 ans, c'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire la question de la dépendance doit être une affaire déjà de jeunes retraités ou de seniors qui vont préparer leur retraite. Et je pense que la redistribution et la solidarité entre les générations est juste important. Ensuite, et je terminerai sur ce point-là parce que je voulais la partager avec vous, j'ai reçu en début de mois une enquête mondiale qui a été réalisée par l'Organisation internationale du travail. Et cette enquête s'est intéressée à l'impact du confinement sur les jeunes. Elle a été publiée, elle est en ligne. C'est l'enquête mondiale réalisée par l'équipe Youth. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, cette enquête, elle montre que la pandémie a eu un impact sur la vie des jeunes, bien entendu, en matière d'emploi, d'éducation, puisque au niveau mondial, la moitié des jeunes de moins de 25 ans qui avaient un emploi début 2020, avant l'accélération de la crise, ont perdu leur emploi. En même temps, dans notre pays, il faut rajouter qu'entre le mois de juin et le mois de septembre, il y a eu 700 000 contrats qui ont été mis. Et là, la sortie du confinement a été plutôt, avec y compris des stages qui ont plutôt été intéressants. Mais ça veut dire qu'on a quand même, à la sortie de cette crise, des conséquences de la crise de la Covid, une dégradation de la situation économique des jeunes en termes financiers, en termes social, mais aussi mental. Et ce que révèle cette enquête, c'est qu'on a aussi des lourds dégâts qui sont constatés du point de vue mental des jeunes et sur le plan psychique des jeunes. Donc, ce que je veux dire par là, et c'est votre question, si vous voulez, de point de départ, poser la question du financement de la dépendance, je crois y avoir des répondus et de la dette, mais on voit bien que la situation globale de notre jeunesse aujourd'hui, et je ne retire pas tout ce qui s'est passé dans nos EHPAD et tout ce qu'a commun, elle est juste préoccupante et je crois que c'est un vrai sujet de politique publique dans les années qui viennent. Et je n'évoque pas les conséquences vis-à-vis des enfants par rapport aux fermetures des écoles et des jeunes filles dans le monde qui ne retrouveront pas de sitôt un enseignement dans leurs écoles dans certains pays d'Asie ou ailleurs. Alors, merci. Je voudrais juste rappeler à nos camarades qui sont en ligne actuellement qu'ils peuvent poser des questions sur le chat s'ils le souhaitent, ou alors ils le poseraient directement en ligne à l'issue de la conférence. Alors, je voudrais, Philippe Dacosta, revenir sur un autre sondage, je ne sais pas, pour opposer un sondage et un autre, à celui publié début octobre, réalisé par l'IFOP et publié par la Tribune, et qui faisait apparaître effectivement que la jeunesse est divisée, ce qui corrobore ce que vous avez dit tout à l'heure en fonction de leur appartenance socio-économique, mais qu'elle était divisée également dans l'arbitrage entre protéger la vie et protéger l'économie, puisque 51% donnaient, c'était début octobre, enfin, ça n'a peut-être pas beaucoup évolué en un mois, donner la priorité à la lutte contre la pandémie, alors que 49% souhaitaient que le gouvernement s'attaque en priorité à la situation économique. Donc, c'est vraiment un partage presque 50-50. Alors, ce même sondage révélait qu'ils sont touchés personnellement, ça on le sait, parce que c'est une interruption de leur formation, leur report de stage ou d'entrée dans la vie active, dans la vie professionnelle, ce qui est extrêmement angoissant pour eux, ce qui corrobore ce que vous venez de dire. Et pourtant, ce sondage faisait apparaître qu'ils restent optimistes pour l'avenir, puisque 62%, ce chiffre m'a quand même interpellé, pensaient qu'ils vivront mieux dans 10 ans que maintenant. Alors, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une image comme un sondage à l'instant T
Ou alors, est-ce qu'on peut, selon vous, en tirer des pistes de réflexion pour l'avenir? Je crois que la situation des jeunes, vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, est extrêmement diverse. Et Mmh. qu'en fonction d'une situation personnelle, familiale, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont à la rue, des jeunes qui avaient des jobs qui finançaient une partie de leurs études et qui aujourd'hui ne peuvent plus les financer parce que ces jobs, avec la fermeture de bars, de restaurants et autres, ne peuvent plus l'exercer. Donc on a cette situation-là et que la solidarité familiale dont je parlais tout à l'heure n'est malheureusement pas possible dans un certain nombre de cas et pose des questions. Et j'imagine que nos étudiants à Sciences Po sont réellement confrontés, même si après, sur le plan, je dirais, sociologique, je dirais que les questions peuvent se poser de façon très, très différente. Moi, je crois que le mot espérance pour un jeune est juste essentiel. C'est-à-dire que la foi en l'avenir, le mot projet, se projeter, le fait d'être tendu vers un lendemain ou vers demain est juste quelque chose de caractéristique de notre jeunesse. Et sans doute que le principal défi, et je ne vais pas commenter ici l'enquête que j'ai vue comme vous et que vous avez reprise, et pour reprendre le principal défi, avant de rentrer sur des pistes de solutions, d'action, d'engagement, etc., c'est de redonner justement de l'avenir aux jeunes. Et je dirais devant vous ce soir que c'est un acte d'éducation que de poser ce pari sur l'avenir. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation, éduquer, c'est construire vers l'autonomie, et c'est bien l'origine de ce beau terme educere, rendre autonome, rendre responsable, lui donner les clés de la vie. Et ça veut dire que les jeunes sont prêts à se mobiliser. Ils ont à la fois la capacité à se projeter sur des grands enjeux climatiques, et vous l'avez rappelé dans vos propos tout à l'heure, Madame Damiguet, et aussi sur du quotidien et des solidarités de proximité. Et j'ai envie de dire qu'il y a une vraie question pour la société française et pour nous tous, entreprises, associations, États, c'est quelle est la promesse qu'on est capable de faire aux jeunes. Et je dirais qu'en sortie de cette crise et de l'impact du Covid, il va falloir que notre société fasse une promesse ou construise une promesse avec les jeunes. Et parce qu'il peut arriver qu'on exige des renoncements. Mais ces renoncements ne sont acceptables que si d'une manière ou d'une autre, les jeunes entrevoient ce qui leur est promis par ailleurs. On est aujourd'hui dans une période où ils renoncent. Et si le futur est esquissé, si il leur permet de comprendre pourquoi on leur demande de sacrifier une partie des satisfactions du présent, alors oui, on verra des jeunes qui se projeteront dans l'avenir. Mais si nous ne sommes pas capables, j'ose dire que le sondage dont vous faisiez état risque de s'écrouler par lui-même. Et donc, il faut reconstruire des perspectives d'avenir qui permettent, y compris à nous, adultes, d'être aussi des interlocuteurs crédibles sur cette relation-là. Mais ce n'est pas la génération d'avant qui a à construire cette promesse, c'est la façon dont on crée les conditions pour que les jeunes eux-mêmes se sentent avec un espace en tant que tel d'engagement et qu'ils puissent exprimer leur aspiration et qu'ils puissent s'emparer aussi d'une partie de leur destin. Et je pense que l'intergénération est un sujet dans le dialogue, sans doute, mais il y a aussi quelque chose qui se joue en intragénération. Et c'est en cela que la façon dont on soutient des initiatives, dont on leur donne des terrains de jeu qui passent par la question de la citoyenneté, de la façon dont ils sont partie prenante de décisions. Et c'est en cela que le monde politique, le monde syndical est totalement secoué et doit retrouver rapidement les clés pour ce dialogue citoyen. Mais c'est aussi le grand succès du fait associatif et de l'économie sociale qui leur donne cet espace de jeu, cet espace d'engagement à travers des initiatives qui sont porteurs. Donc moi, la conviction que j'ai, c'est que ces pistes pour l'avenir, elles vont avoir leur place, mais à condition que véritablement, ça soit d'abord l'affaire des jeunes en dialogue avec les générations qui les ont précédées. Merci Philippe Descossets pour ce témoignage. Donc écoutez, je pense qu'avant de passer aux questions, on a tous compris effectivement que tout ce qui
tend à opposer les jeunes contre les vieux est délétère et qu'il est urgent et impératif de restaurer une espèce de paix, non seulement entre les générations, mais démontrer aussi qu'elles ont intérêt à s'entraider, vous l'avez dit tout à l'heure, et aussi à coopérer, peut-être dans un but gagnant-gagnant. Et j'observe ce qu'a dit notre camarade tout à l'heure sur Habitat Humaniste, les expériences qui sont faites, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est du gagnant-gagnant. Et je crois qu'il faut essayer, plutôt que d'avoir une vision pessimiste et cloisonnée de notre société, de se dire, faire la démonstration qu'il faut vraiment qu'il y ait des interférences et que ça peut être vraiment favorable non seulement à la cohésion sociale, mais au bien-être de chacun. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment, Philippe Dacosta, pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'essaye de respecter un peu le timing. Donc, on peut peut-être ouvrir un petit peu le débat maintenant. Ah, je regarde sur le chat. Moi, j'ai été très frappée dans votre intervention, Monsieur Dacosta, du fait que vous ne… Alors, ce n'est pas du tout ni un reproche ni une critique, hein, je précise, que vous évoquiez surtout ce qu'il y a à faire en direction des jeunes. Je le comprends, je l'admets, je le partage, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire en direction des autres générations pour reconstituer ce dialogue, ce lien? Et est-ce que nous continuons à considérer que les jeunes sont seuls responsables de la création de ce lien? Merci de votre question parce qu'il me permet d'évoquer peut-être à partir aussi d'un groupe comme ce que nous sommes, nous, groupe de protection sociale. La caractéristique d'un groupe de protection sociale, c'est d'apporter des solutions à tous les âges de la vie, que ce soit en santé, en prévoyance, en retraite supplémentaire, voire en épargne. Et ce que vous dites est très important parce que on a une relation à la fois avec nos assurés et on a à la fois une approche individuelle et une approche collective. On a une volonté de jouer des solidarités qui soient à la fois des solidarités tendues intergénérationnelles, mais aussi des réponses par rapport à une cellule de base qui est la famille, etc. Et ce que vous dites amène vraiment la question de la cohésion sociale, c'est-à-dire en quoi aujourd'hui le vrai sujet qui se pose, j'ai beaucoup insisté ce soir pour les jeunes parce que je pense que, et vous avez compris dans mon propos, notre système de protection sociale aujourd'hui, dans ce qu'il porte, dans ce qu'il développe, a pris en compte un certain nombre de risques et va prendre en compte des risques par rapport notamment à nos aînés. Le risque dépendance est sur la table, il fera l'objet d'un projet de loi. La retraite en France est un vrai bijou. La retraite supplémentaire. Il y a des questions que j'ai évoquées ce soir en termes de financement pour l'avenir. Mais pour les générations intermédiaires, des parents actifs, la question du risque chômage est un vrai sujet aujourd'hui qui est posé et sur lequel la solidarité nationale s'exerce et qui va être relativement important dans les mois qui viennent. Et la solidarité, en cela aussi professionnelle, joue, parce que les modèles de protection sociale se développent, par exemple, dans les branches professionnelles, la façon dont les branches professionnelles vont développer des programmes sur des soutiens de situations de vie, de difficultés, ou la façon dont une fédération comme la Fédération Agir Carco développe tout un programme autour de l'emploi sur les territoires de retour pour soutenir des activités ou des associations d'insertion qui remettent des gens vers l'emploi. Et ce que je voulais vous faire passer comme message ce soir, c'est qu'on va avoir une problématique autour de notre jeunesse dans les années qui viennent. Et c'est pour ça qu'il me semble important de mettre un peu le focus là-dessus, parce que il me semble qu'en sortie de deuxième confinement et pour les 10 ans qui viennent, parce que ce qu'on est en train de vivre là va nous impacter sérieusement, il va falloir que véritablement, ça ne soit pas simplement les solidarités infrafamiliales qui s'exercent, mais véritablement collectivement, la question du passage du moment d'études et de l'entrée dans l'emploi soit véritablement dans ce dialogue entre les générations. Donc oui, évidemment, la question de la cohésion sociale, c'est-à-dire la façon dont on ramasse le tout, est juste essentielle. Et donc la capacité également pour des entreprises comme la nôtre de s'intéresser à justement ces
ces formes de solidarité interne et externe. Et la grande particularité aujourd'hui dans les entreprises, et je l'ai vu ces derniers mois, puisqu'on fait partie d'un groupe qu'on a créé, de groupes d'entreprises inclusives, c'est qu'on travaille ensemble pour essayer d'accompagner des réponses qui soient des réponses des entreprises vers la société. La société est entrée dans l'entreprise et l'entreprise a pris conscience que ce n'est pas simplement la satisfaction de ses produits et de ses clients, mais qu'elle a aussi une responsabilité sociétale et une responsabilité environnementale. Donc ça, c'est un point important qui va avoir sa place. Autant de thèmes qui sont portés aussi par le groupe ESS au sein de notre association, comme vous l'imaginez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, comme les micros sont coupés, je ne sais pas si les uns et les autres, si vous pouvez vous manifester par un petit signe, si vous voulez prendre la parole. Ah, Philippe. Ah oui, je ne sais pas comment on donne le micro. Bernard, est-ce que tu peux me dire? C'est Mélène? Philippe avait l'air de lever le… Alors, Philippe, et il y a Florence aussi. C'est à Philippe d'activer son micro. Oui, il faut on va commencer par Florence, puisque son micro… Bon, alors juste… Donc, merci beaucoup pour ce… Oui, alors bonjour. Ah, pardon. Non, c'est pas la même Florence. Non, Florence Bourgi, je vois. D'accord, c'est pas Pardon. la même. Non, c'est pas la même Florence, alors. Oui, excusez-moi, 2 petites secondes, pardon. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. En fait, la question que je me posais, c'est, on parle effectivement des jeunes, comme on parle des seniors, ou des seniors, à mon avis, qu'on peut différencier entre quand ils sont encore en actif, ou en tout cas avant l'âge légal de la retraite. La question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'on peut considérer les jeunes et essayer de répondre aux besoins des jeunes en globalité, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt essayer de se poser comme question que chaque jeune, en tout cas, on a des jeunes qui sont vraiment assez différents et qu'il faudrait plutôt essayer de trouver une façon d'inclure l'ensemble des générations avec leurs différences, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, et peut-être pas cliver justement en disant que les jeunes peuvent réfléchir d'une certaine manière, les seniors réfléchissent d'une autre manière, les retraités réfléchissent d'une autre manière. Alors finalement, si on essayait de traverser en fait finalement toutes ces générations et inclure l'ensemble des générations dans une même réflexion, peut-être qu'on éviterait une fracture. C'est une question. Je partage totalement ce que vous dites et pour le vivre dans l'entreprise, c'est au sujet de belles causes comme la question du climat, c'est la question de la mobilité ou des mobilités douces. Dans ma vie antérieure, j'étais dans un groupe mutualiste sur les mobilités. Nous sommes aujourd'hui dans l'assurance de personnes ou les partenariats qu'on peut faire avec des associations qui sont engagées sur des formes de solidarité. Lorsque vous avez des belles causes et que les fondations d'entreprises, par exemple, se saisissent de ces belles causes et que vous réunissez autour de cette belle cause à la fois des quadras et les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, qui ont 25 ans, qui sont en apprentissage ou qui sont dans leur premier contrat chez nous, autour de cette belle cause s'exercent des rencontres, s'exercent des dialogues, s'exerce du vivre ensemble, s'exerce de la cohésion sociale. Et donc, il y a évidemment, la réponse se joue dans chaque cellule de vie de la société. Elle se joue dans la cellule de proximité familiale, elle se joue dans l'entreprise, elle se joue dans l'association. L'intergénération s'exerce aussi dans des projets, dans des associations, etc. Mais si vous l'avez bien compris dans mon propos ce soir, il faut également qu'il y ait une promesse sociétale pour les générations des 20-35 ans. Vous savez, on est dans une société assez étonnante. Hein. À la fois, vous êtes considéré comme adulte à partir de 30 ans, votre premier enfant, l'âge du premier enfant, etc. Et vous êtes considéré comme senior à 45 ans dans l'entreprise. En gros, c'est 15 ans d'une vie. Alors, je me tourne vers Martine, elle est mieux placée que moi en termes d'analyse des recrutements et autres dans sa carrière en tant que telle. Et ce que je veux dire, c'est que ça interroge la façon dont, justement, le dialogue intergénération montre que c'est à travers les fragilités qu'on peut se raconter, les doutes, les questionnements, mais c'est surtout à travers des belles causes environnementales, de solidarité, que vous allez mobiliser des choses extraordinaires. Je me souviens d'avoir reçu comme ça des fondations d'entreprises au sein de la Croix-Rouge française parce que les équipes venaient à ce moment-là sur une belle cause travailler entre des quadras et des trentenaires et se rencontrer à travers cela. Mais vous avez raison. Je partage. En fait, ce que je me disais, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement cette ambition et ce souhait de donner une belle ambition pour des jeunes
qui me semblent aujourd'hui parfois différentes. Certains voudront peut-être même partir à l'étranger et avoir des façons de travailler différentes de celles qu'on a pu avoir nous. Alors que si on essayait d'avoir une ambition globale pour le vivre ensemble ou le travailler ensemble dans les entreprises, peut-être qu'on réunirait beaucoup plus de personnes. Et ce qui pose aussi, vous savez, on est dans une phase où on est sur des réflexions autour des entreprises à mission et des réflexions sur les raisons d'être. Chacun de nos groupes a réfléchi sur sa raison d'être. Et nous avons dans notre raison d'être parlé des responsabilités individuelles et des solidarités intergénérationnelles dans notre raison d'être du groupe AG2R La Mondiale. C'est-à-dire nous conjuguons la responsabilité individuelle avec les solidarités professionnelles et intergénérationnelles, et en se développant, notre entreprise contribue à renforcer la cohésion sociale. Et je termine sur le dernier point, c'est en quoi dans nos entreprises, dans une raison d'être, la question de la cohésion sociale, on l'a écrit avant, ce qu'on est en train de vivre, va trouver une acuité considérable. Et je lisais hier, pour me conforter dans notre choix, ce que disait Pascal Demurger, le directeur général de la MAIF, qui disait qu'à son assemblée générale, ils avaient fait travailler également sur l'entreprise à mission et sur cette importance de la cohésion sociale. Et c'est cela qui fait que quand on aborde la cohésion sociale du point de vue de la vision économie sociale et solidaire, vous avez là un ensemble des valeurs qui sont les valeurs mêmes de l'économie sociale qui font que des groupes, puisque je vois BNP ou je vois d'autres qui sont d'ailleurs dans notre club des entreprises de l'économie inclusive, s'emparent de ces valeurs-là, y compris pour re-questionner leur modèle d'affaires. Je cite en cela Danone, je pourrais vous citer Veolia, je pourrais vous citer qui justement s'interroge comment dorénavant, et y compris ne serait-ce qu'aux rencontres du MEDEF du mois d'août, la présence d'un certain nombre d'entrepreneurs sociaux ou d'acteurs de l'économie sociale, ce qui n'était pas le cas à Jouy-en-Josas il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est devenu, ça montre cette transformation-là qui est à l'œuvre et qui va s'accélérer de façon très forte. Autre question? Alors Philippe, si tu pourrais retirer de ton micro. Voilà. Philippe? Bon. Alors, et Florence, il y avait une autre Florence qui avait quelque chose. Oui, alors c'est moi, je crois. Oui. Oui, alors je suis justement la personne qui est relayée sur la BNP. Hein. Je m'occupe des engagements sociétaux de l'amicale des retraités de BNP. C'est plus de 20 000 personnes, et notamment avec les équipes du bénévolat de compétences. Et je voulais savoir si vous aviez des idées concrètes de choses à proposer aussi bien aux retraités qui sont prêts à donner un certain nombre d'heures de leur temps. Hein. On a fait un sondage là-dessus, donc ils sont prêts, alors selon les cas, à donner même une journée par semaine ou 2-3 heures par mois ou moins éventuellement. Mais qu'est-ce qu'on peut leur suggérer sur l'intergénérationnel? Ils sont beaucoup plus, pour l'instant, prêts à faire des choses sur l'environnement, sur l'intergénérationnel. Et je vais faire un numéro de notre prochain journal sur la diversité et notamment sur notre réseau intergénérationnel. J'aimerais bien avoir des choses concrètes. Eh bien, écoutez, aidez-moi. Je vais saisir la balle au bond que Martine m'a tendue, puisqu'elle ne vous a pas caché mes responsabilités à la Croix-Rouge, en plus de mon activité professionnelle ici. La Croix-Rouge française vient de modifier ses statuts de manière à favoriser des bénévolats ponctuels, des bénévolats d'un jour, des bénévolats sur des actions, sur des projets. Un exemple, la Croix-Rouge a développé des actions qu'ils appellent des options Croix-Rouge autour des questions civiques dans les collèges et dans les lycées. Et ils interviennent à partir des valeurs que porte la Croix-Rouge auprès des élèves de 4e, 3e. C'est accompagné en général d'un apprentissage que font des jeunes secouristes sur les gestes qui sauvent, mais on leur parle aussi ce que c'est qu'un mouvement humanitaire, ce que c'est que la solidarité, ce que sont les fragilités dans la société. Et en général, ce sont justement des cadres qui sont en retraite, jeunes retraités, voire des bénévoles qui vont dans ces établissements et qui accompagnent comme ça d'autres jeunes en service civique. Et on tient beaucoup qu'il y a à la fois des jeunes en service civique et des jeunes retraités, chacun apportant sa transmission. Donc voilà, ça c'est un programme qui existe. Deuxième possibilité, ce que je vous ai cité tout à l'heure, sur des actions, et qui vont d'ailleurs prendre une acuité à nouveau, puisqu'ils sont en train de se mettre en route sur Croix-Rouge chez vous,
en termes de solidarité, d'aide à domicile et d'appels téléphoniques et autres entrants. Là aussi, c'est des engagements possibles. Et je pourrais vous donner d'autres exemples dans beaucoup d'associations qu'on soutient autour des questions de l'emploi. Nous avons, et Habitat Humanisme s'est exprimé tout à l'heure, mais nous avons sur les territoires beaucoup de soutien à la question des activités par l'insertion économique. Et là aussi, très souvent, les cadres des entreprises vont travailler avec des associations et accompagnent les associations dans le retour à l'emploi. Ça fait partie des solidarités nouvelles face au chômage, par exemple. C'est des associations qui bénéficient aussi de cet engagement de cadres d'entreprise. Pour permettez- Rouge, L'humanisme cherche aussi des bénévoles, notamment pour accompagner ces jeunes dans les résidences sociales, mais aussi pour accompagner les familles et même des bénévoles bricoleurs. Donc, n'hésitez pas. Alors, je veux bien les contacts. On vous donnera des contacts, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, oui, merci beaucoup. Et vous pouvez vous adresser aussi au groupe ESS, bien sûr. Ce que je voulais en profiter peut-être pour rappeler, c'est que justement l'association vient de signer un partenariat avec Passerelle et Compétences pour favoriser et développer le bénévolat de gouvernance, c'est-à-dire proposer aux bénévoles de rentrer dans le conseil d'administration de l'association, ce qui est absolument déterminant. Et je vous informe qu'il y aura un webinaire le 13 novembre prochain à 9 h du matin pour présenter le projet. Donc, c'est déjà sur le site, sur l'agenda de Sciences Po, je crois, vous pouvez le voir. Et puis, effectivement, j'en profite également là aussi on parle de bénévoles, de recherche de bénévoles. Je suis présidente de l'association TIGRE, ce qui veut dire Tandem intergénérationnel pour la création et la reprise d'entreprise, et que l'on cherche également des bénévoles. Donc là aussi, je crois que sachez qu'on a des grosses demandes. Le tout, c'est d'arriver à mettre ensemble les bénévoles et puis les associations qui sont en recherche. Et là aussi, il y a un projet de l'association. Martine, tu me laisses l'annoncer, mais sans déflorer complètement le sujet. On voudrait faire une sorte de forum pour cette mise en réseau, justement, entre les bonnes volontés, les gens qui recherchent à s'investir dans des projets associatifs et les associations. C'est une sorte de forum des associations. C'est un projet qui a été présenté, je crois, qui rentre aussi dans le cadre du programme Alumni Solidaire. Alors, on n'a toujours pas entendu Philippe. Si Philippe, ça y est. C'est bon, je crois. Philippe? Oui. Je crois que tu voulais poser une question. Oui, je voulais dire surtout mon accord parfait sur ce qui a été dit sur le volet prestations monétaires et l'accompagnement social. Le système français est trop axé sur la redistribution monétaire et il manque beaucoup parfois d'accompagnement social, aussi bien pour les jeunes d'ailleurs que pour des personnes âgées. Et il faut noter, puisque le chiffre a été évoqué, que la sécurité sociale, c'est 500 milliards, que la totalité de la protection sociale française, c'est effectivement 780, mais si on veut qu'il n'y ait pas une dissociation entre le social et l'économique, il faudrait passer, je vais employer le mot, mais ça va bien au-delà des mots, on doit passer d'une sécurité à une protection à une équité sociale, c'est-à-dire comprendre que la base économique et donc que l'éducation des jeunes est quelque chose d'absolument fondamental. Il faut, dans le management, donner sens et donc là, le travailleur, qu'il soit jeune ou d'un autre âge, etc., il a un management qu'on appelle équitable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui donne sens et qui donne envie. Écoutez, je crois qu'on se comprend parfaitement. Ce que je crois, c'est qu'on est quand même à la veille, et c'est en cela aussi que je voulais partager avec vous en tant que dirigeant d'un groupe de protection sociale. On va être à la veille dans les 10 ans qui viennent, et avec l'impact de ce que traverse notre pays sur le plan
où je dirais que l'amortisseur, et on peut se réjouir d'être dans ce beau pays et d'avoir ce que nos anciens ont su créer de notre histoire du XXe siècle, en particulier la sécurité sociale avec la prise en compte des risques. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un maître mot qui paraît essentiel, c'est la question de l'accompagnement et des métiers de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'avenir de notre système de protection sociale, il va être confronté à un équilibre entre la prise en main par l'État des risques régaliens de sécurité, sur lesquels les financements, et on l'a vu, la journée d'aujourd'hui est terrible, mais c'est une réalité qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la responsabilité régalienne d'un État sur les questions de défense, de sécurité nationale vont être extrêmement sollicitées, en plus de la dégradation du tissu de cohésion sociale du pays. Et donc, on ne s'en sortira pas uniquement sur le modèle qui a été construit ces dernières années de redistribution économique. On est dans une période où il va falloir repenser et embarquer sans doute, au-delà de la prise en compte des risques, l'ensemble de l'écosystème des acteurs. Et dans cet écosystème des acteurs, je vous cite un exemple, c'est qu'il y a aujourd'hui, par exemple, 790 000 emplois dans le médico-social dit non lucratif, et que cette réalité-là, elle est aujourd'hui sur les territoires, elle est présente et elle peut véritablement changer d'échelle demain. Elle peut véritablement aussi apporter des réponses en matière de services. Et vous auriez pu me demander qu'est-ce que votre appellation en charge des nouveaux métiers. Je vais vous en dire un mot simplement, c'est que la conviction que nous avons à la direction générale d'AG2R La Mondiale, c'est qu'un groupe de protection sociale qui s'est construit au fur de l'histoire avec les risques, avec la prise en charge du contrat assurantiel en santé, en complémentaire santé, en retraite supplémentaire, il doit évoluer demain pour être ce que j'appelle une approche AG2R augmentée, c'est-à-dire prendre en compte les services à la personne et les questions d'habitat des seniors. Et l'orientation stratégique pour assurer le fait qu'on n'est pas que sur les jeunes, c'est comment un groupe de protection sociale prend sa part à la société de la longévité. Et en quoi prendre sa part, c'est à la fois re-questionner et prendre sa part dans les débats publics sur les risques, mais sans doute avec notre tissu et notre écosystème de partenariat dans l'économie sociale, les associations d'habitat humanisme, de Solifap avec l'abbé Pierre, etc., on peut apporter des réponses qui vont justement inventer la protection sociale de demain, qui ne sera pas uniquement celle qui était le fruit de ce que nos anciens ont fait dans la sécurité sociale d'après-guerre et le développement de la fin du XXe et le premier quart du XXIe siècle. Pardon. Merci Philippe Dacosta. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être pouvoir donc vous libérer, vous remercier très très sincèrement. Merci beaucoup également à Martine d'avoir initié cette conférence. Merci à vous tous d'avoir participé. Et puis on va pouvoir maintenant Attendez, je regarde juste sur le chat s'il y a une nouvelle question. J'en profite pour dire à Philippe Dacosta que en fait il est enregistré et que donc ça figurera, j'imagine, Bernard, on pourra réécouter en replay ou sur notre chaîne YouTube, tout à fait. Merci à vous. Merci à vous tous, merci Bernard. Merci. Et encore merci Philippe Dacosta d'avoir répondu aussi bien à tant de questions, d'avoir donné autant d'informations. Et on est prêt maintenant pour favoriser cette cohésion sociale et ce rapprochement et cette meilleure compréhension entre les générations. Et le dialogue. Merci à vous. C'était un beau défi.